Tout le monde est à peu près installé et il y a l'air d'avoir de l'affluence, peut-être même plus de monde que les autres années. Bienvenue donc pour cette conférence de presse traditionnelle de la Fédération française de moto. Bonjour Maxime. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver bien évidemment pour ce point annuel sur les activités fédérales. Et il faut vivre avec son temps, il y a une première et une petite nouveauté cette année. Voilà, on va commencer par là. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur Facebook, actuellement, nous sommes en direct. En direct, non pas seulement en France, mais Facebook, c'est international, donc tout le monde va pouvoir suivre ce qui se fait aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, je vais commencer par là. On va partager vous aussi ce qui se fait aujourd'hui. Ça y est, c'est fait. C'est parti. Le live, c'est maintenant. Et je vous propose tout d'abord, avant de retrouver dans quelques instants le président et de commencer cette conférence de presse, de regarder un petit clip des images moto de la saison. Voilà, on va voir dans quelques instants que les pilotes français ont vraiment brillé dans toutes les disciplines cette année. Pour parler de tout cela, j'appelle celui qui avait gagné un Grand Prix en 1983 à Silverstone, en Angleterre, l'inamovible président de votre fédération, Monsieur Jacques Boll. Je vous demande une ovation pour lui. Merci, bonjour à toutes et à tous, bonjour Rémi, bonjour Maxime. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Eh bien, effectivement, Rémi, on parlait de titres, une année magnifique pour la Fédération française de motocyclisme, magnifique pour les sportifs français de la moto. 9 titres notamment qui ont été... Je crois même que c'est 10. Même beaucoup plus. Donc une belle année, 9 titres de champion du monde, individuel et par équipe également, parce qu'en équipe ça a bien fonctionné, Monsieur le Président. Ah ben, on peut quasiment dire qu'on a fait le carton plein, en tout cas sur les disciplines où on participe assidûment. On a remporté le motocross des nations, on a remporté les ISDE en enduro et en trophée, on a remporté le supermoto des nations. Je crois que faire beaucoup mieux, ce serait difficile. On a même rajouté un petit titre en vitesse avec Lucas Mayas, encore un titre en super sport. Et puis, il faut parler, même s'il n'y a pas eu de titre, quoi qu'il y en a eu un, il y a le titre de meilleur rookie de la saison exceptionnelle de Johan Zarco. Ah bah absolument, une saison tout à fait extraordinaire. Et moi, l'intérêt que j'y vois, c'est que enfin, la grande presse, la presse non spécialisée, commence à s'intéresser au sport moto. Hein. Pour intéresser la presse non moto, c'est clair qu'il faut faire des résultats en MotoGP. Vous pouvez être champion du monde, malheureusement, vous pouvez être champion du monde en motocross, champion du monde en enduro, champion du monde même en Moto 2. Eh bien, écoutez, on n'en parle guère. Par contre, si vous commencez à performer en MotoGP, là tout de suite la presse s'y intéresse et je crois que c'est vraiment très très intéressant pour le sport moto en général. Tu as oublié d'ailleurs dans les titres, tu as oublié un titre en endurance puisque rappelons que le GMT 94 a remporté. Il va y venir, Jacques. On en reparlera justement, on les verra tous ces sportifs dans quelques instants sur ce podium. Justement, on fait tout ce listing. Est-ce que la fédération a une méthode pour justement aller chercher tous ces titres ?
Alors bon, la fédération, elle peut vraiment être active dans les courses par équipe. Hein. Dans les courses individuelles, bien entendu, on apporte un soutien à nombre de pilotes, mais là où on est réellement efficace, c'est dans les courses par équipe. Alors, écoutez, oui, il y a une recette, mais enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. La recette, c'est d'abord d'avoir de bons pilotes, bien sûr. Ça paraît évident, mais de bons pilotes, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut prendre les 3 meilleures individualités. Quelquefois, il faut prendre 3 garçons qui s'entendent bien et qui travaillent ensemble pour le motocross des nations. Il faut en prendre un petit peu plus pour les ISDE. Il faut donc avoir une équipe qui fonctionne bien entre eux. Il faut également mettre des moyens. Là, on met beaucoup de moyens sur les courses par équipe aujourd'hui. Les ISDE et le motocross des nations, additionnés, c'est entre 300 et 400 000 euros par an. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, mais des moyens humains aussi très importants. Hein, il y a des équipes de kinés, de médecins, un encadrement vraiment qui est performant sur chacune de ces courses par équipe. On met aussi un peu d'autorité. Il faut que la fédération se positionne. Ça commence par le choix de la sélection, qui est évidemment régulièrement critiqué. Hein. Il y a 20 000 minimum, 20 000 sélectionneurs. Il ne faut pas les écouter. Il faut décider en notre âme et conscience. Et ça, la fédération, aujourd'hui, fait le choix de prendre quelquefois des risques. Hein, prendre Christophe, d'ailleurs je le salue, prendre Christophe au motocross des nations cette année, c'était un choix risqué. C'était un choix risqué, mais ça a payé et on l'a assumé avec l'entraîneur national, avec le DTN, on a Philippe Thiebaud. On a pris le choix de prendre Christophe parce qu'on pensait que ça pouvait marcher. Et puis je crois qu'on ne s'est pas trop loupé. On peut vous féliciter justement, les choix ont été bons. Alors je terminerai en disant, il y a aussi un petit point. Si on n'a pas ce geste de chance, vous pouvez mettre beaucoup d'argent, avoir de très bons pilotes, bien gérer votre team. Ça joue pas. Bon, il faut dire que ces derniers temps, eh bien, on a su attraper le wagon à chaque fois. Et donc ça fait 4 victoires consécutives au motocross des nations. Je crois que, mis à part les Américains, c'était arrivé il y a très très longtemps. Les Anglais avaient réussi ça, je crois, dans les années 50. Mais autrement, on est la première nation, américain mis à part, à réussir cette performance. Justement, quand on ne fait pas de compétition, on n'a pas forcément une licence à l'année. On peut avoir des titres de pratique, hein, c'est ce que vous avez mis en place. Oui, on a mis en place le pass circuit, hein, donc c'est un titre de pratique, un one-shot en fait, qu'on peut obtenir facilement. Et tout ça, on peut le faire sur Internet, donc c'est super facile. Oui, on peut le faire sur Internet. Bon, maintenant, on a vraiment dématérialisé beaucoup de choses. Et d'ailleurs, à titre, aujourd'hui, la majorité des licences, elles sont prises sur iPhone ou sur iPad. La majorité des licences sont souscrites de cette façon-là aujourd'hui. C'est l'évolution de la société. On va faire le point, Jacques, également sur les épreuves. Là aussi, c'est stable. On parle là quand même de 1300 manifestations au total. Oui, alors ça c'est un chiffre qui est stable, mais justement toute la difficulté est de conserver un chiffre stable, parce que le sport moto, vous ne l'ignorez pas, il est attaqué constamment, régulièrement. On parlera peut-être tout à l'heure de l'épreuve d'Hermenonville qui a été annulée. Donc constamment, on est obligé de se battre pour faire en sorte que nos clubs organisateurs puissent continuer à organiser. Et à ce niveau-là, on les soutient, on les aide sur un plan juridique, vous le savez, mais également sur un plan financier, parce qu'aujourd'hui, on subventionne les clubs organisateurs. Alors on va citer les grandes épreuves, hein, bien évidemment, et leurs organisateurs. On a parlé de Johan Zarco qui avait été exceptionnel au Grand Prix de France. PHA est représenté non pas par Claude Michy pour une fois, qui est excusé, mais par ses enfants Philibert et Victoria Michy. Il y a le Bol d'Or, c'est la Rivière Organisation, représentée par Sophie Casanova. Le Mondial Superbike, qui est organisé lui aussi circuit de Nevers-Magnicourt. Et puis les 24 heures du Mans Moto pour ce qui est des épreuves sur route, Maxime. Donc on va saluer Serge Saulnier, puisqu'il est présent là dans la salle. Serge Saulnier qui est le patron du circuit de Nevers-Magnicourt. Voilà, puis si on parle un peu de tout terrain, il y avait les ISDE qui avaient lieu en France encore une fois cette année. 2 grands prix de motocross également. Il y a notamment M. Massini, le président du motoclub de Villars, qui est présent parmi nous lui aussi. Le Supercross qui revient à Paris, la U Arena. Là aussi, c'est la Rivière Organisation avec Sophie Casanova qui est présente avec nous, bien évidemment. Donc voilà, et puis le Salon mondial de la moto qui va faire son retour également à Paris, en même temps que l'auto. Et je salue Jean-Claude Giraud, le commissaire général du Salon, lui aussi qui nous fait le plaisir d'être là. Donc voilà pour les grands événements. Des grands événements, il y en aura même encore plus en 2018. On va parler de supermotard. En supermotard, il y a les internationaux de France. 4 courses du championnat de France intégrées notamment.
Alors, exactement, Maxime, si tu permets. C'est le promoteur international, M. Boccadolce. La FIM a annoncé cette année que le championnat du monde de supermoto n'existerait plus. Et donc, il a souhaité se rapprocher avec la fédération, nous dit-il, c'est lui qui parle, qu'il considère la plus performante, pour pouvoir organiser donc, des épreuves internationales dans le cadre d'une série internationale, dans le cadre des championnats de France de supermotard. Voilà, donc le championnat de France qui prend encore plus d'ampleur, mais on le sait, les sportifs français, notamment en supermotard, sont au top de la discipline. Et puis il y a du championnat du monde de X-Trial aussi, qui fait son grand retour avec 5 étapes en France sur les 8 au total au calendrier du championnat du monde. Donc là aussi, c'est un moment fort de leur saison, 5 étapes en France, notamment une à la Corotel Arena, Bercy. Tout autre chose, on va parler de régionalisation. Vous le savez, la France a été redécoupée en de nouvelles régions. Il y a déjà 2 ligues qui sont constituées. Jacques, Auvergne-Rhône-Alpes, avec son président Vincent Rigaudias. Et puis l'Occitanie, à quand les autres ? Écoutez, vous savez que la loi nous impose d'avoir un découpage régional identique à celui au découpage administratif. Vous n'ignorez pas que toute une série de régions se sont rassemblées. Donc nous, on doit suivre le mouvement. Et donc en effet, on a rassemblé nos ligues. Alors c'est pas toujours très facile, parce que lorsque vous avez 3 présidents, dont 2 qui veulent rester présidents, et vous dites maintenant il n'y en aura plus qu'un seul, c'est pas très facile d'organiser ça. Mais enfin, on s'en sort pas trop mal. Et en effet, aujourd'hui, on a déjà 2 ligues qui sont en place et les autres seront toutes constituées, les nouvelles ligues seront toutes constituées d'ici le mois de mars prochain. Donc si on le comprend bien, les nouvelles grandes régions seront les nouvelles ligues, finalement. Absolument, absolument. On doit suivre le découpage administratif, tout à fait. Donc en étant pilote de la Ligue Poitou-Charentes, je vais être pilote de la Ligue Nouvelle-Aquitaine. Justement, sur quoi vous allez donner ces réponses quand j'habite à La Rochelle pour aller faire une course à Bayonne ? Ça fait quand même une grande ligue, c'est un grand championnat de ligue là. Oui, on peut parler de Poitiers-Biarritz par exemple, voilà, ou de Troyes-Mulhouse. On est tout à fait conscient que c'est de nouvelles ligues pour des garçons qui font souvent du sport loisir. Lorsqu'on court en championnat de ligue de motocross, peut-être que les premiers espèrent devenir champion du monde, mais lorsque vous êtes 15e, vous n'espérez pas être champion du monde. Et si on vous dit que pour aller faire une course de moto, il faut traverser la moitié de la France, à mon avis, c'est un peu difficile. Donc, quelle est la solution ? La solution, c'est les comités départementaux. On a des comités départementaux à la fédération qui, jusqu'à maintenant, fonctionnaient très franchement pas très fort. Ils avaient peu de moyens et peu d'importance. On a décidé de leur donner plus d'importance, de leur donner plus de moyens. Et donc, les comités départementaux organiseront demain des compétitions ou des compétitions peut-être interdépartementales. Mais en tout cas, on va essayer de se rapprocher de nos licenciés parce qu'on est tout à fait conscient qu'on ne peut pas organiser des courses qui sont des courses de semi-loisirs. On ne peut pas leur demander de faire 500 km aller, 500 km retour pour ça. Et c'est pas Rémi qui a couru en championnat de ligue de Bourgogne il y a quelques décennies qui me contredira. Brillamment, je crois. C'était surtout à l'époque des frères Joanneau qui étaient beaucoup plus brillants. Un mot, Jacques, de l'évolution des couvertures assurance pour les licenciés, avec une évolution de la garantie individuelle accident. Oui, alors on a un certain nombre d'assureurs dans la salle. Les assureurs sont de plus en plus présents d'ailleurs dans le sport mécanique. Alors bon, là franchement, on a fait d'énormes progrès. En 2008, vous étiez paraplégique, vous touchiez 40 000 € d'indemnité individuelle accident. 40 000 € si vous étiez paraplégique. Autant dire c'était ridicule. Bien. Aujourd'hui, on est à 500 000 €. Vous voyez l'écart, et on compte poursuivre cette augmentation dans le futur, mais aujourd'hui on est à 500 000 €. C'est-à-dire qu'on a vraiment très largement et considérablement augmenté les niveaux de garantie lorsqu'il arrive un drame, lorsqu'il arrive un malheur tel que celui que j'évoquais. Donc voilà, c'est vraiment un dossier sur lequel on a travaillé parce que, mais sachez qu'aujourd'hui, donner 500 000 € à un sportif qui a un accident grave, on est quasiment, avec le rugby je crois, on est clairement dans les fédérations qui ont le meilleur taux en la matière, le meilleur taux de couverture. Côté environnement, ça c'est un autre point qui touche notre sport, notre milieu. On a vu récemment une épreuve qui a dû être annulée, c'est l'enduro de la mer de Sable. Comment on peut réagir, comment on peut répondre à ces cas-là ? Alors nous, on a choisi la voie judiciaire. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le schéma assez classique. Un préfet, à la base, rien contre l'épreuve, il n'est pas spécialement anti-moto, mais il subit un lobby écologique très fort.
très fort, et à la fin, il cède au lobby écologique. Donc le seul moyen, c'est de lui montrer que s'il cède au lobby écologique, derrière, il y a une procédure judiciaire, parce que les préfets n'aiment pas des procédures devant le juge administratif. Et donc, et surtout si on remporte la procédure, ce qui est généralement le cas, hein, vous savez que l'essentiel des procédures qu'on a engagées contre des préfets, on les a gagnées. Donc on a engagé une procédure. Alors le club, on aurait pu utiliser la voie du référé. La voie du référé, c'est la voie de l'urgence. Bon, on aurait pu le faire, mais le club ne voulait plus organiser, il était dégoûté. Donc on a préféré aller sur le fond, c'est-à-dire que ce sera plus long, mais le juge prendra une décision sur le fond. Et écoutez, si, comme je l'espère, on remporte la décision, ça nous permettra de dire à l'avenir au préfet de ce département, écoutez, vous pouvez pas, les moyens que vous avez utilisés sont à l'évidence insuffisants, ou en tout cas pas pertinents, et donc à l'avenir, faites plus attention, parce qu'autrement, de nouveau, on vous attaquera, etc. Donc ça nous permettra, je pense, de faciliter les choses, en tout cas dans ce département. C'est comme ça qu'on avait procédé dans d'autres départements. Je vous rappelle, certains doivent s'en souvenir, mais qu'à un moment, un préfet voulait interdire dans le camp militaire de Corjouers, je crois, qui était le camp où les chars Leclerc s'entraînaient. Il y avait une unité de blindés à cet endroit-là. Il voulait interdire un enduro parce qu'il estimait que l'enduro risquait d'éroder les sols. Alors c'était pas lui, hein, c'était encore un lobby écologique local. Bon, éroder les sols alors qu'on passait sur les traces des chars Leclerc, c'était risible. Et d'ailleurs le juge, et des chars Pluton qui faisaient des trous d'1 mètre, parce qu'il y avait également l'arme nucléaire là-bas, à Draguignan et à Canjuers. Oui, peut-être. Oui. Bon, enfin, pour moi, c'était des Leclerc, mais parce que les Plutons, c'était il y a quelques années, je crois. Hein. Oui, mais c'était dans les années 80. D'accord. Et donc, le juge, d'ailleurs, ne s'y est pas trompé, hein, parce que pour cette affaire, il nous avait donné gain de cause, bien évidemment, et on avait pu organiser l'enduro. Alors, on voit que la fédération est derrière des cas comme l'environnement. Puis, il y a d'autres cas, des circuits qui finalement pourraient tomber à l'abandon. Mais là, vous êtes là et vous les rachetez. Ça peut être un cas pour l'héritage. L'héritage, les personnes ne veulent plus un circuit, ne veulent plus s'en occuper. La fédération est là, derrière, et dit non, on le rachète et le sport peut continuer. C'est un petit peu. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Bon, ça, c'est pas nouveau, hein, mais c'est vrai qu'on continue. Chaque année, on rachète des circuits qui sont menacés. C'est essentiellement des circuits de motocross, même si on ne s'interdit pas de racheter des équipements d'autres disciplines. Là, on est sur un site de trial, par exemple, aujourd'hui. Oui, comme tu l'as dit, c'est généralement des successions, mais pas uniquement. Hein, ça peut être d'autres cas de figure. Et autre point qui a été développé, et on continue justement à la fédération de le faire, c'est la sécurité des circuits. Je le connais bien, c'est côté motocross, où c'était justement ignoré depuis de nombreuses années. Là, vous avez mis ça en place avec Olivier Robert, Loïc Léonce, justement, qui se sont un petit peu partagés la France. Ils en ont fait des visites. 650, je crois. Ils ont inspecté, ils ont fait 650 visites depuis 4 ans. Hein. Donc vous voyez le nombre de visites qu'ils font chaque année, ils font des kilomètres. Hein, 650 visites. Je rappelle qu'on visite non seulement les circuits de la fédération, mais également ceux de l'UFOLEP, parce que l'UFOLEP nous a demandé également d'assurer également le contrôle de ces circuits. Et on va continuer à le faire. Et on a clairement amélioré nettement le niveau de sécurité de nos équipements, en tout cas en matière de motocross. Et d'ailleurs, ça commence à se voir sur les stats accidents. Ça commence à se voir. Là, ça paye. C'est ce qu'il faut. On parlait d'assurance, mais on voit qu'on traite le problème aussi à la base pour les pilotes et le public, parce que ça touche les deux. Parce qu'on avait en fait quelque chose qui est tout à fait inadmissible aujourd'hui, c'est qu'on avait des motos qui sortaient de la piste et qui heurtaient des spectateurs. Alors encore une fois, lorsque vous êtes pilote, il y a malgré tout une notion encore maintenant, en tout cas moralement, de risque accepté. Mais lorsque vous êtes spectateur dans une zone autorisée au public et que vous prenez une moto dans la figure, là par contre c'est clairement inadmissible. Très bien. On va passer, Jacques, au sport au féminin avec la Women's Cup. 3 épreuves en 2017, dont Le Mans et Magny-Cours, près de 80 engagés. 4 épreuves sans doute, une de plus en 2018. Oui, mais ça se développe. Hein. On développe aussi le sport au féminin. D'ailleurs, je salue Emma Claire, je ne sais pas si elle est présente, mais Emma Claire, c'est la présidente de notre commission féminine à la fédération. Et on continue à développer ces activités qui étaient notamment en vitesse assez inexistante depuis. On se souvient que dans le temps, il y avait eu des compétitions réservées aux filles, mais ça faisait très longtemps que ce n'était plus le cas. Et on a relancé ça avec succès, en effet. Voilà, donc il y aura 4 épreuves en 2018, donc une en ouverture des 24 heures du Mans, une en ouverture des 12 heures de Magny-Cours. Et puis il y a des actions également en matière de sport féminin, des stages qui se poursuivent également en enduro et en motocross aussi. Il n'y a pas que la vitesse.
Ben, bien sûr, en motocross, il y a un championnat de France féminin. Hein, donc, et d'ailleurs, avec une championne de France qui est dans la salle, je salue Livia, qui a remporté de multiples fois ce titre. Elle a également remporté le titre mondial, on le sait, à 2 reprises. Mais ça fonctionne correctement, même si le niveau, on va dire, est un peu plus disparate que chez les garçons. Mais malgré tout, c'est un beau championnat. Alors autre chose justement, pour être bon en championnat, il faut s'entraîner. J'en connais beaucoup ici qui pratiquent le VTT. Et il y a une nouvelle pratique, c'est le VTT à assistance électrique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé. En tout cas, ça fait le plein boom. C'est la mode en ce moment, ça marche, ça c'est sûr. Et le VTT à assistance électrique, finalement, c'est sous l'égide de la FFM, de la Fédération Française de Motocyclisme. Et j'ai même vu qu'une première épreuve avait déjà été lancée sous l'égide de la FFM. Oui, alors ça c'est un sujet, qui fait un peu polémique. Parce que c'est vélo ou moto? Un vélo à assistance électrique, est-ce que c'est un vélo ou est-ce que c'est un engin terrestre à moteur? Bon, moi je prétends que c'est un engin terrestre à moteur. Il y a une autre fédération qui, elle, prétend que c'est une bicyclette. Bon, alors là-dessus, il y a un débat. Enfin, nous, en tout cas, on ne s'occupe guère de la position de cette autre fédé. On va parler de la Fédération française de cyclisme, hein, pour que ce soit clair. Nous, on a défini des règles techniques, on a un groupe de travail et on a en effet organisé déjà une épreuve en la matière. Et l'année prochaine, on a un championnat. Puisqu'il y a 6 épreuves, je crois, qui vont se dérouler en France avec des VTT assistance électrique, en effet. Moi, je rappelle simplement, hein, historiquement, lorsqu'on étudie un peu l'histoire de la moto, on est à la fin du 19e siècle. Les premières motos, ce sont des vélos sur lesquels on installe des petits moteurs thermiques. Bien. L'histoire se répète aujourd'hui, ce sont des vélos sur lesquels on installe des petits moteurs électriques, certes, mais bon, ce seraient d'ailleurs des petits moteurs thermiques qui feraient la même puissance, personne ne se poserait la question. Hein. Ce serait évidemment des engins terrestres à moteur. Mais c'est parce que c'est électrique, ça devrait être des bicyclettes. Bon, moi, on peut en débattre, hein, mais on se souvient tous, tous ceux qui ont quelques années se souviennent du Solex, sur lequel il fallait impérativement pédaler si on voulait monter les côtes un peu raides. Bon, c'est la même chose, il faut pédaler en effet sur les VTT à assistance électrique, mais c'était le cas aussi sur les Solex. Et les Solex, c'était pas des vélos. Hein. Bon, très bien. En tout cas, c'est FFM. En attendant les prochaines courses de moto électrique, hein, pourquoi pas. Mais il va falloir attendre le développement de ces machines. En tout cas, les championnats, eux, fonctionnent en France. Je vais commencer par le motocross. Hein, on va faire un petit point sur ces championnats de France. On en parle depuis plusieurs années. On a commencé à faire des tests sur le championnat de France Élite en rassemblant les catégories avec le junior, avec l'espoir, c'est les 85 cm3. On en a mis une, on en a mis 3. Et puis, depuis cette année, toutes les épreuves rassemblent l'ensemble des catégories. Donc, on part des plus jeunes, l'espoir, les juniors et l'élite le même week-end. Et ça fonctionne. Et vous continuez. Bien sûr, puisque ça marche. Bon, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. Et je salue Jean-Pierre Forest, le président de la commission de motocross, parce qu'il a fallu attendre son arrivée à la fédération pour qu'enfin on arrive à mettre ça en place. Moi, personnellement, je prenais cette solution depuis longtemps. Mais vous voyez, même si vous êtes président, vous n'arrivez pas toujours à imposer votre point de vue. Et donc, ça fait longtemps, en effet, que moi, je croyais à cette solution qui, comme tu l'as dit, fonctionne très bien. Et en effet, maintenant, on aura donc des championnats rassemblés. Mais prenons le championnat de vitesse. C'est exactement comme si on organisait le Superbike d'un côté et les autres, le super sport à un autre moment sur un autre championnat, enfin, etc. Ce serait un non-sens en vitesse, et pourtant c'est ce qui se faisait en motocross. Voilà, donc c'est un plus pour les clubs hein, qui voient plusieurs catégories le même week-end, et puis c'est un plus également pour les plus jeunes qui peuvent se faire repérer par les grands pour apprendre aussi des grands qu'ils voient rouler sur le même circuit, donc oui, c'est que du positif. Ça permet aussi à un team, par exemple, qui est un pilote en élite, d'emmener un junior, par exemple. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Avant, c'était des championnats différents, donc il fallait avoir 2 équipes, éventuellement qui se couraient le même jour. Donc vous voyez donc la difficulté qu'il y avait. Aujourd'hui, on met les 2 motos dans le même camion et on fait pas la même course, mais en tout cas, on est sur le même meeting. Exactement. Alors, comment ça se passe en vitesse ? Et en vitesse, il va y avoir une nouveauté, Jacques, pour avoir entendu les récriminations des pilotes depuis plus de 20 ans maintenant sur les pneus. J'ai compris combien c'était important les pneumatiques. Bien, en promosport, on va saluer l'arrivée d'un nouveau pneumaticien unique, Pirelli. Oui, alors pour différentes raisons, et notamment une raison d'équité, hein, c'est pas la seule, mais notamment une raison d'équité, on avait souhaité il y a
10 ans maintenant, on avait souhaité avoir un manufacturier unique en promo sport, et c'était Dunlop. C'était Dunlop qui était ce manufacturier unique. Bon, il y a ce qu'on appelle des mises en concurrence, hein, vous savez, c'est encadré. On est une fédération délégataire de l'État, donc on doit respecter certaines normes. Et donc il y avait des mises en concurrence qui étaient faites tous les 3 ans. Jusqu'à maintenant, c'était Dunlop qui les avait remportés chaque année. Là, c'est Pirelli. Donc c'est un changement notable, en effet. Ce sera donc Pirelli sur les 3 prochaines années au minimum. On va parler du Superbike, maintenant du championnat de France de Superbike, le FSBK. La catégorie Objectif Grand Prix, elle est ouverte aux jeunes à partir de 12 ans en pré-GP, 13 ans en pré-Moto 3. Et a priori, ça a porté ses fruits avec 20 jeunes tout de même cette année. C'est la base de la pyramide. Oui, alors on avait, en effet, là-dessus, on avait répondu à une demande qui nous disait, enfin, des jeunes ou les parents de ces jeunes qui voulaient que leur garçon ou leur fille évolue, nous disaient, mais il y a un trou dans votre schéma, il y a un trou et il manque des courses avec des motos de course destiné aux jeunes. C'est-à-dire que tout de suite, il fallait passer sur des 600, et les 600, ce sont des motos dérivées de la série. Donc, en effet, on a mis en place avec Thierry Capella cette série. La première année a été un petit peu difficile, qu'on lance quelque chose. Hein. On avait en moyenne 12, 13 participants, c'était un peu faible. Là, on est passé à 20. Plus de 20 même, donc là ça fonctionne bien, je pense que c'est parti, et je pense que dès l'année prochaine on aura encore plus de monde dans cette série, et je crois vraiment que c'est ce qui va nous permettre, nous aider à sortir les champions de demain. J'aperçois sur le côté Stéphane Paulus que l'on salue. On va parler de la Coupe Handisport PMR Cup. En 2017, il y a eu 3 épreuves, dont une au Grand Prix de France. Elle a été télévisée pour la première fois. Merci à Claude Michy. Ça a été télévisé sur Eurosport, commenté par Christian Saron et Randy Lepunier. C'était une première mondiale, un grand succès. Oui, un grand succès, et un grand succès qui intéresse la Fédération internationale, parce qu'il faut savoir que Stéphane a été reçu par la FIM récemment, le président Ippolito, d'ailleurs lui-même je crois l'a reçu, et bon, visiblement ils ont observé ce qu'on a fait en France. Il y a l'Italie aussi qui avait organisé déjà des courses comparables, et en fait la FIM souhaiterait un peu nous copier en fait, et faire la même chose sur le plan international. Donc je pense que c'est une très bonne chose, et puis ça permet en plus à des garçons qui sont hyper volontaires, ça leur permet de faire des courses de moto malgré leur handicap, donc c'est vraiment une très très belle chose. Et puis ils vont vite, hein. Il y en a qui vont très très vite. Et je confirme, parce que je pense que la réunion, vous l'avez faite à Valence, Stéphane, c'est ça, je vous ai aperçu dans l'hospitalité de la FIM avec le président. Et puis en 2018, Jacques, reconduction avec 5 épreuves, donc il y aura en plus le Grand Prix de France, mais on va passer à 5 épreuves pour le handisport. Oui, bon, on essaie de le développer, mais bon, Stéphane est très actif, et puis il s'y emploie, et donc je pense qu'on va continuer à progresser. Autre grosse progression, un championnat en plein essor, et on est en plein dedans en ce moment, c'est le championnat de France de sable, avec 6 épreuves, notamment cette année au calendrier, et des pilotes qui sont là, qui sont présents. Loon Plage s'est déroulé il y a quelques semaines. C'est un vrai succès. C'est clairement impressionnant. Moi, des courses de sable, je ne connaissais que le Touquet. Et puis cette année, j'étais sur 2 épreuves, et c'est vraiment, il y a un nombre de participants, 800 pilotes à Long Plage par exemple. C'est vraiment impressionnant. C'est une discipline en plein essor, hein, qui, mis à part le Touquet, n'existait, on va dire, peu il y a encore 10 ans. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une discipline qui marche très bien. Ça permet notamment aux pilotes de motocross ou aux enduristes, l'hiver, alors qu'il n'y a plus trop de courses, d'aller faire un championnat, ou en tout cas ponctuellement d'aller faire une course sur le sable. C'est quelque chose qui marche très bien. Ça marche. Il y en a une ce week-end, notamment Saint-Léger de Balzon. Et puis la grande finale que tout le monde connaît, c'est le Touquet. Donc voilà, ça sera en février prochain. Peut-être un petit peu moins médiatique, Jacques, on en a parlé tout à l'heure, les courses sur piste. La Ligue nationale de Speedway, qui a démarré en 2017, se poursuivra l'an prochain sur un format identique. 4 équipes de clubs et 12 matchs. C'est ça, c'est le système des ligues, donc chaque équipe se rencontre à tour de rôle, etc. Oui, mais c'est quelque chose qui se développe, hein, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai cité le titre de Mathieu, et donc ça fait également partie des travaux de la fédération, développer cette activité. Parfait. On est bien sur les courses de piste, Rémi. Là aussi, on y travaille. Donc avec le speedway, on l'a dit, trial, enduro, d'autres disciplines sur lesquelles vous êtes présente et où il y a des évolutions réglementaires. Justement, tout cela, on peut le retrouver sur le site de la fédération. Vous aurez d'ailleurs tout le dossier de presse de cette conférence qui sera sur le site de la fédération.
Oui, il y a une évolution digitale, on l'a dit, on est en direct sur Facebook, évolution digitale des outils FFM, donc avec un développement de l'intranet fédéral, avec notamment la licence à la journée en ligne. Oui, maintenant on peut tout souscrire en ligne. Donc toutes les licences, alors on l'a fait petit à petit, mais aujourd'hui on peut souscrire la totalité des licences en ligne. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, maintenant les gens, les jeunes, ils souscrivent leur licence avec leur iPhone. Voilà, mais c'est tellement facile, vraiment, c'est super simple. Donc, Puis alors un autre point important, c'est notre site. Bon, notre site est clairement aujourd'hui vieillissant. Le site de la fédération, il a bientôt, je crois qu'il date de 2009, je crois, ou 2010. Bon, alors là aussi, on sait que ça change à toute vitesse. Un site de 2009, c'est un site c'est comme une moto. Obsolète. C'est obsolète, on dirait il a 2 siècles, quoi. Donc on aura un nouveau site au mois de janvier, un nouveau site beaucoup plus moderne, beaucoup plus interactif, enfin, etc. Dès le mois de janvier prochain. J'ai cru comprendre qu'il y aura aussi la refonte de France Moto. Oui, on passe en IMAG. On passe en IMAG, là aussi au mois de janvier. Donc là, c'est la révolution numérique également à la FFM. C'est une belle expérience également pour le lecteur, parce que l'IMAG, c'est le digital, c'est ce qui se fait de nouveau actuellement. On avait l'habitude de tourner les pages, vous tournerez les pages de votre iPad, mais vous aurez également du son, de la vidéo, et même côté journalistique. Pour le journalisme, c'est vraiment une grosse évolution où on peut allier tout ce qui se fait. On va faire l'interview de Monsieur Jacques Boll, eh bien on pourra le mettre en audio, en vidéo, on peut aller voir les pilotes, les photos, il y aura des quiz, on peut tout faire en fait, et ça sera vraiment à découvrir. Je vais raconter une petite histoire. On a pris en stage à la fédération un garçon de 3e, passionné de motocross. Bien. Et à un moment donné, j'ai discuté avec lui pour voir comment est-ce qu'il était informé, parce qu'il connaissait tout, absolument, le prénom de la petite amie d'un pilote qui est 20e au championnat, il connaissait absolument tout. Bien, et j'ai cherché à connaître ses sources d'information. Alors, je lui ai parlé de la presse papier. Je suis désolé, mais il sait à peine que ça existe. Il sait à peine. Je lui ai demandé de citer des titres. Il a su me citer Moto Verte. Et après 1 minute de réflexion, il a cité Motojournal, Pierre, je te rassure, mais il a mis 1 minute pour connaître le titre. Bien. Les sites, alors moi je pensais que les sites spécialisés en motocross, MX2K, etc., qu'il était tout le temps dessus. Il ne sait même pas que ça existe non plus. Il ne va même pas dessus. C'est uniquement Facebook. 100% de ses moyens d'information, c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux. Alors j'espère que ce jeune nous regarde actuellement en live sur Facebook. Peut-être. Apparemment. Il a peut-être cours, non? Oui, mais il va peut-être à l'école. Bon. Il doit être en seconde maintenant. Il fait les deux en même temps. Il a le smartphone sur les genoux. Bon, on va voir que le papier, ça existe quand même encore un petit peu. On va parler du circuit Carole. L'activité se développe, ça bouge. L'État a re-signé une délégation de 7 ans avec vous, avec la FFM. Oui, alors moi c'est l'une de mes fiertés, objectivement, parce qu'on a repris, et la FFMC qui est présente et que je salue, je sais qu'elle me soutient là-dessus, on a repris un circuit qui allait disparaître. Le circuit Carole, c'était 300 à 400 000 euros de déficit chaque année. Bon, ça ne marchait pas, à tel point que le département de la Seine-Saint-Denis qui le gérait ne voulait plus gérer, a arrêté de le gérer. Et s'il n'y avait pas eu derrière un repreneur sérieux, le circuit aurait fermé et les bulldozers seraient très vite arrivés parce que la pression sur le foncier du circuit est très très importante. Donc le seul moyen, il fallait qu'il y ait derrière un gestionnaire qui, après le départ du Conseil général, arrive immédiatement. C'était en 2012. J'ai positionné la fédération, l'État a accepté. On a signé ce qu'on appelle une délégation de service public pour 5 ans. Bon, depuis, les comptes sont à l'équilibre. Je peux même dire qu'on gagne un petit peu de sous. Ceux qui connaissent le circuit, qui se sont rendus récemment, ont pu voir que ça avait quand même évolué en termes de standing, de standard. Et donc, on a re-signé. En effet, l'État a souhaité qu'on re-signe avec eux pour 7 ans. Donc, ils ont prorogé là, pour 7 ans. Bon, alors il y a toujours le déménagement, vous savez, cette histoire qui dure depuis plus de 20 ans, il y a toujours le déménagement on en parle toujours. Je peux vous dire que le circuit déménagera un jour, par contre ne me demandez pas quand, ça je sais pas, ça ce sera peut-être dans 5 ans, peut-être dans 20 ans, peut-être, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais en tout cas le circuit déménagera et on continue à travailler. Là pour la presse, sachez qu'on rencontre donc le Grand Paris Aménagement, qui est l'organisme public qui gère tout l'aménagement de la région parisienne. Et il y a déjà un site de relocalisation qui est défini, etc. Ils ont commencé à travailler dessus. Bon, mais pour l'instant, on est encore à Tremblay en France et c'est pas demain qu'on bougera, mais je pense qu'on bougera un jour. Mais ça restera dans la même région. Ça bougera pas beaucoup en kilomètres. Et félicitations pour votre succès économique, parce que j'ai découvert, quand on a préparé cette conférence de presse ensemble avec Maxime et vous, que l'État vous imposait 26 week-ends gratuits de 3 jours, donc c'est pas comme ça que vous allez faire des rentrées.
Ben oui, mais c'est toute la difficulté du circuit Carole. Le circuit Carole, on pourrait se dire, c'est aux portes de Paris. Un circuit aux portes de Paris, ça ne peut que être rentable, que gagner de l'argent. Oui, certes, mais souvenez-vous, le circuit Carole, il a été construit parce que pour que les motards n'aillent plus tourner à Rungis. Et donc, il fallait qu'il y ait des gratuités. Et les gratuités, c'est 50%. 50% des week-ends, et c'est les week-ends qu'on loue essentiellement, 50% des week-ends sont destinés aux motards de tous les jours. C'est ce qu'on appelle la vocation sociale du circuit. Et bien évidemment, ça fait partie du cahier des charges lorsqu'on signe la DSP. Et donc, eh bien, on a la moitié de nos week-ends qui sont gratuits, en effet. C'est assez rare pour le souligner. C'est-à-dire qu'on je est motard, on peut aller... C'est quasiment unique. Alors, je ne sais pas comment fonctionne le circuit Candy ou à Toulouse, mais enfin bon, en tout cas, c'est rarissime, bien sûr. Et je sais que si je disais à Serge qu'il devait consacrer la moitié de ses week-ends gratuitement le circuit de Manicourt, je pense que ça lui poserait des problèmes de gestion, en effet. Bon, il y a d'autres choses. Il y a une mise en place de location de moto Yamaha R3 YZF. Et puis quelque chose qui va faire plaisir aussi à Maxime, il y a même une piste de pit bike. Alors, est-ce que tu dis ça parce que je suis petit ou... Enfin, c'était pas censé être humoristique tout ça, mais... Parce que t'es pilote issu du motocross. Voilà, c'est mieux. Bah, toi aussi, Rémi, toi aussi. Hein. En l'occurrence, à Carole, c'est pas du motocross. Ah non, si, il y a du pit bike. Il y a du pit bike. Pit bike, motocross, oui, tout terrain en absolument. tout cas. Bah, ça, c'est bien. Oui, tout à fait. On a monté cette piste là tout récemment. Donc, bon, elle sera opérationnelle à partir de la nouvelle saison, quoi, à partir de février-mars prochain. Et puis également, on a signé un accord avec Yamaha, en effet, pour louer des machines, hein, donc des 300 Yamaha. On aura donc un stock de machines qu'on pourra mettre à disposition du public dès l'année prochaine. Donc, ça va être un vrai complexe moto au final. C'est la vocation du circuit, hein. C'est un complexe moto. Parfait. Bon, puis on est en direct sur Facebook. Maxime n'a cessé de faire la promotion du numérique. Le papier, c'est terminé. Votre stagiaire également a mis 1 minute à savoir ce qu'était Motojournal. Mais je constate quand même qu'il y a eu un superbe livre fait sur le circuit Carole, Histoire singulière d'un circuit mythique, écrit par Zef Eno et édité par vous-même. Donc vous y croyez encore un petit peu au papier. Ah, mais moi, je n'ai pas dit que... Moi, personnellement, je lis toujours Motojournal, hein, si c'est la question. Hein. Je lis même le reste de la presse, hein, je vous rassure. Mais, moi aussi, mais alors, oui, en effet, ça peut sembler paradoxal, mais lorsque vous faites un livre, le livre se vend bien, parce qu'on l'a vendu, ce livre, on a fait 1000 exemplaires. Il reste quelques-uns, mais il est bien parti. Il est bien parti. Visiblement, ça intéresse. Il y a encore une population pour lire de beaux livres, en effet. Voilà, c'est la fin de cette interview, Jacques, pour nous, Maxime et moi, mais maintenant, place à vous, nos confrères notamment, et autres pilotes, les questions de la salle. Oui, alors, juste un petit mot. L'année prochaine, justement, on se servira de Facebook pour que le public, à l'extérieur de cette salle, puisse également poser des questions. Alors, on essaiera de les sélectionner, parce qu'il y aura évidemment, je connais déjà une question, pourquoi les licences sont aussi chères. Donc, celle-là, on n'y répondra pas déjà, donc ne la posez pas l'année prochaine. Mais il y aura sans doute des questions intéressantes qui seront posées, et on pourra, il y aura la salle, mais il y aura aussi également, donc nos spectateurs. Nos spectateurs, voilà. C'est bien, c'est l'interactivité justement. L'interactivité, bah là, elle commence avec la salle. Le micro est à vous. N'hésitez pas, il faut juste lever la main et on arrive vous voir. Monsieur. Cher Président, cher Jacques, je me permets en tant que représentant du Supercross de Paris et du Bol d'Or de t'interpeller sur un dossier important parce qu'il y a d'éminents sportifs, mais pour avoir des sportifs, il faut avoir des organisateurs. Ton équipe et toi, vous avez fait un excellent travail sur les assurances. Vous nous avez sauvé la mise au regard des assurances, des événements, des manifestations de véhicules terrestres à moteur. Mais là, aujourd'hui, on a un vrai problème, on est pris en otage par les moyens de sécurité mis en place par le ministère de l'Intérieur. Alors, tes équipes et toi, vous avez fait un excellent travail. On a déjà travaillé avec Sébastien Poirier, on a fait des réunions à la direction générale de la Gendarmerie nationale, mais il est arrivé une grille de tarifs qui est intolérable. Une grille de tarifs motivée sur le fait que 5 manifestations dans le monde de la moto, je ne vais pas parler de l'auto, 5 manifestations dans la moto, le Grand Prix de France, les 24 heures du Mans, le WSBK, l'Enduro du Touquet et le Bol d'Or, doivent payer plus cher que les autres parce qu'on est à but lucratif. L'argumentaire du général Tavel, puisque c'est lui qui nous a soutenu en fait cet argument, est de dire que les manifestations à but lucratif doivent payer plus cher, contrairement au Tour de France vélo, qui lui n'est pas à but lucratif parce qu'il n'a pas de billetterie. Voilà quand même la base de l'argument du ministère de l'Intérieur et de la Direction générale de la Gendarmerie nationale. Et surtout, c'est cette prise d'otage qui est faite pour tous les gros organisateurs, à savoir qu'on a beau travailler avec eux, on reçoit, quelques jours avant la manifestation, juste avant la signature du préfet, les moyens mis en œuvre par la Gendarmerie nationale.
Pour le Bol d'Or, par exemple, on est passé de 25 000 euros à un projet de 200 000 euros. Magnifique. On renégocie à 95 grâce à tes équipes, et puis finalement, on renégocie à 50 000. Mais j'ai signé un papier l'année dernière m'interdisant de négocier. C'est magnifique pour un gendarme. On m'interdit de négocier. Et là, le summum, le Supercross de Paris, on a un budget prévisionnel de 25 000, et 10 minutes avant l'ouverture des portes, je reçois une lettre du préfet, magnifique préfet, qui m'annonce que la convention sera à hauteur de 80 000 euros. Autant dire qu'elle est repartie directement à la préfecture. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous avez fait un travail exceptionnel sur les assurances. Comment vois-tu les choses et comment comptes-tu aborder le problème avec le ministère de l'Intérieur? J'ai alerté Madame la ministre des Sports et le ministre Coulon au moment du Bol d'Or. J'ai reçu une lettre positive disant qu'il fallait réouvrir les dossiers. Comment comptes-tu le faire? Merci Pascal. Bon, écoute, tu sais très bien qu'on y travaille, je dirais quasiment au quotidien. Je ne sais pas combien de fois Sébastien Poirier, le directeur général de la Fédération, a rencontré le général Tavel, peut-être 10 fois, peut-être 15 fois au ministère de l'Intérieur. C'est un sujet extrêmement difficile parce qu'in fine, c'est eux qui décident. Hein. On a beau dire ce que l'on veut, c'est eux qui décident. Ceci dit, il faut aussi que vous, organisateurs, vous résistiez un petit peu. Hein. Moi, j'en connais un organisateur, il est dans la salle, hein, qui a su dire non. Non, moi, la convention, vous m'imposez des gendarmes à tel endroit, ça ne sert à rien, parce que l'un des problèmes, c'est quel est le secteur de compétence, si vous voulez, jusqu'où les gendarmes sont à prendre en charge par l'organisateur. Est-ce que des gendarmes qui sont à 1 kilomètre sur un rond-point, c'est la mission régalienne de l'État, ou est-ce que ils sont là pour l'organisation, etc. Donc, évidemment, la gendarmerie considère que tout gendarme dans un rayon de 500 km est à charge de l'organisateur. L'organisateur, il dit, mais non, le texte prévoit clairement que seules les forces de l'ordre qui sont à disposition de l'organisateur, à proximité immédiate de l'enceinte, sont à prendre en charge par l'organisateur. Alors là-dessus, il y a un débat. À Manicourt, lorsqu'on a voulu imposer des gendarmes un petit peu loin, et ben, l'organisateur il a dit non. Il a dit non, je ne signerai pas la convention de gendarmerie. Et le préfet l'a menacé de ne pas donner l'autorisation. Ben, il est passé outre. Enfin, il a dit, écoutez, moi, je ne céderai pas. Et aujourd'hui, écoutez, la gendarmerie, chaque année, baisse, elle n'augmente pas. Elle baisse. Sa proposition de convention, que Serge refuse de signer, hein, sa proposition de convention, chaque année. Donc, on peut vous aider. Hein, on s'est battu, et tu le sais très bien, on s'est battu au ministère, mais il faut aussi que vous sachiez dire non à des moments. Non. Moi, je ne pense pas qu'un préfet prendra le risque d'interdire le Bol d'Or. Je ne pense pas. Je suis même persuadé du contraire. Ils n'oseront pas. Bien, donc à un moment, dites non. Et on sera à vos côtés, on vous aidera, on dira que c'est tout à fait légitime, etc. Mais il faut, à ce niveau-là, on ne peut pas nous se battre tout seul. Hein, donc il faut qu'on soit ensemble pour se battre là-dessus, parce qu'en effet, c'est un réel problème. Si vous laissez faire les préfets, ce sera, vous savez, principe de précaution, ce sera ceinture, bretelle, parapluie, etc. Donc il faut se battre. Il faut se battre, Pascal, mais on est tout à fait conscient du problème. Alors, est-ce qu'il y a un sujet moins technique que celui-là? Prochain intervenant, monsieur. Oui, bonjour, Didier Gano. Pouvez-vous nous dire si la FFM a postulé pour que le trial soit discipline démonstration au prochain JO de Paris, que ce soit sous forme électrique ou thermique? Oui, alors en l'occurrence, c'est de la compétence de la FIM, hein. Ce n'est pas de la compétence de la FFM. Il faut savoir que le CIO avait pris une position, il y a quelques années maintenant, hein, mais avait pris une position très claire, très ferme, de considérer que les sports motorisés n'avaient pas accès aux Jeux Olympiques. Bon, c'est à mon avis éminemment contestable, parce que pourquoi est-ce que le tir, à ce moment-là, on considère que le tir est une discipline olympique. Mais bon, enfin, c'est comme ça, les sports mécaniques ne sont pas éligibles pour l'instant. Il faudrait que le CIO révise sa position. Mais en l'occurrence, c'est plutôt à la FIM. Alors, je sais qu'il y a des contacts. Je sais qu'il y a des contacts au niveau de la FIM en la matière. Bon, mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment dire que ça a beaucoup avancé. Hein. Donc, moi, je suis très sceptique, en tout cas, sur la présence. La seule discipline qui, à mon avis, pourrait relativement facilement avoir accès aux Jeux Olympiques, c'est le trial s'il est électrique. Voilà. Le trial, s'il est électrique, pourrait devenir éligible, peut-être, enfin, ça c'est mon idée, en tout cas, hein, si avec des moteurs thermiques, on n'aurait jamais accès aux JO. Nous vous écoutons. Oui, Président, bonjour. Patrick Barrault, un ancien de l'enduro
qui s'inquiète un peu de la dérive, entre guillemets, du championnat enduro-moto ancienne. Dérive due principalement au grand écart dans les millésimes de moto. D'un côté, on a des motos pré-70 qui sont quand même assez archaïques, et de l'autre côté, des deuxième moitié des années 80 qui sont des motos modernes. Ce qui change beaucoup de choses au niveau de la mentalité de ce championnat, de la sécurité éventuellement, et puis on quitte le côté un peu patrimonial pour aller vers un championnat pur et dur. Et puis, je ne sais pas si tu l'as vu, mais les réseaux sociaux là, se sont un peu agités sur le fait qu'il y avait beaucoup de courses. Alors ça peut paraître paradoxal, mais je veux dire, ce championnat est en train de, moi j'appelle ça de dériver. Voilà. Merci. Merci. Alors écoute, moi je ne vais pas répondre directement à ta question parce que très franchement c'est une question qui est un petit peu trop technique pour moi. Mais par contre le président de la commission des véhicules historiques, il est dans la salle, il s'appelle Patrick Tolas, il est là. Donc moi je te propose de l'aborder après et d'en discuter avec lui. Il sera plus pertinent que moi. Bonjour. Jacques, tu l'as abordé à plusieurs reprises, les difficultés aujourd'hui pour faire vivre d'une certaine manière le sport moto. Vous êtes obligé de racheter des circuits. Il y a une pression de plus en plus importante d'associations environnementales et autres. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui du combat commun que vous menez avec la FFMC et d'autres, de la défense de la moto en général, même si c'est à la marge de votre activité, bien évidemment. Où est-ce que vous en êtes? On voit de plus en plus d'interdictions de circuler, on voit nous promettre un avenir sans moteur thermique assez rapide. Donc j'imagine que ça posera aussi à terme des problèmes dans le sport moto. Où est-ce que vous en êtes concrètement? Mais écoute, je ne sais pas si tu t'es passé le mot avec France, mais écoute, on a convenu, il y a 1 heure, on a convenu avec la FFMC et France Wolf d'organiser une rencontre à ce sujet-là. On associera tous les acteurs du sport moto. À la fédération, on organisera une réunion là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans le passé, et on souhaite faire revivre cette communauté en fait de moyens de façon à être plus fort et pour essayer de peser un petit peu sur ces décisions qui quelquefois sont très discutables. Je suis d'accord avec toi. Mais peut-être que France veut dire 2 mots là-dessus. Oui, France Wolf pour la Fédération française des motards en colère. Donc effectivement, on en a parlé tout à l'heure. On peut rappeler également qu'on siège ensemble au Conseil national de la sécurité routière et qu'on travaille en commun à faire entendre les revendications des motards dans ce lieu-là également, ce qui n'est pas tous les jours facile. Et pour répondre à monsieur là tout à l'heure sur ces difficultés par rapport à l'organisation des Grands Prix et la pression du ministère de l'Intérieur, nous on a pour habitude d'appeler à la désobéissance. Et si d'aventure le bol d'or devait être menacé d'annulation, je pense que vous auriez un soutien rapide et efficace des motards en colère. Voilà. Merci France. Bonjour, je m'occupe de toute la partie vidéo pour Motojournal. L'année dernière, on a voulu faire un reportage sur le X-Trial des Nations pour mettre un peu la lumière qui était à Pau, organisé par un motoclub local. Et on s'est heurté à la FIM qui avait confié les droits audiovisuels à la Dorna. Sachant très bien qu'on n'allait pas sur un Grand Prix ni sur l'île de Man faire un reportage sur le Tourist Trophy. Est-ce que vous avez une solution? Parce que bien évidemment que les médias aident aussi à promouvoir les pilotes locaux et leurs partenaires pour faire en sorte que tout le monde puisse travailler et tout le monde ait un peu de lumière dans une discipline. Écoute, moi j'ai des solutions sur les championnats de France. Sur les épreuves qui sont gérées par la FIM, moi j'ai pas de solution parce que ça sort de mon champ de compétences. Et donc moi je le déplore en effet, mais malheureusement en effet la FIM vend les droits. Vous savez que c'est la principale ressource de la FIM, hein, loin devant toutes les autres. La FIM vit aujourd'hui grâce notamment à la Dorna, hein, donc grâce aux droits TV qu'elle vend, mais c'est pas la seule fédé. Hein, vous savez la fédération française, la fédération de foot, elle vit également grâce aux droits TV. Bien donc après, ils gèrent ça comme ils l'entendent malheureusement, et moi j'ai pas de moyens là-dessus. Hein. Même si l'épreuve se déroule en France, moi je peux pas imposer à la FIM de déroger aux règles qu'elle met en place en termes de droit. Est-ce qu'il n'y a pas une différence entre un droit à l'information et un droit audiovisuel? Ça c'est la loi qui le prévoit.
La loi prévoit un droit à l'information, donc là-dessus, si le droit à l'information, c'est dans le code du sport, hein, donc tu le trouveras facilement. Je crois que l'origine de cette jurisprudence, c'était FR3 à Manicourt, qui n'avait pas pu accéder, je crois, sur le Grand Prix de Formule 1 à l'époque, qui n'avait pas pu accéder au paddock, ou qui n'avait pas pu... Bon, et FR3 avait engagé une procédure et qu'ils avaient remporté. Hein, la FIA et Ecclestone avaient été obligés l'année suivante de leur ouvrir à minima. Bon, c'est normé, hein, le droit à l'information. C'est pas en faire autant que la chaîne qui détient les droits, mais il y a un minimum en la matière. Donc si tu considères que ça n'a pas été respecté à Pau, à ce moment-là, tu peux le rappeler aux personnes concernées, notamment à la FIM, et puis éventuellement, vous pouvez engager une procédure. Hein. En général, ça calme. Hein. Oui, Ce serait préférable. Trouver un accord, c'est toujours préférable, un accord amiable. Oui, Jacques, je souhaiterais intervenir brièvement sur le sujet précédent. Je me suis un peu fait faire les freins sur ce que je voulais dire, mais heureusement, il y a plusieurs tours. Jean-Luc Mars, donc pour la Chambre syndicale. Je considère effectivement que la question que Pierre Orluc a posée est d'une importance capitale. On a tous envie de défendre les intérêts de la moto, que ce soit les constructeurs, la Fédé, les usagers, tous les partenaires que l'on a dans la salle aujourd'hui. Et je pense qu'un des chantiers prioritaires pour nous tous, c'est d'avoir davantage une dynamique de filière, de rassembler les énergies, de rassembler les moyens et de tous ensemble d'abord dialoguer, être d'accord sur quelques sujets clés. Et je suis persuadé que l'essentiel de nos préoccupations, on sera d'accord entre nous et qu'on travaille ensemble pour faire bouger les lignes parce qu'effectivement l'avenir est incertain. Merci. Merci. Mais écoute, je voudrais dire un mot, mais je vais un Jacques. peu mettre les pieds dans le plat. Je ne peux pas terminer. Il ne faut pas répondre. Non, Jacques, je rebondis sur ce que vient de dire Jean-Luc. Il faudrait quand même que la FFM et la FFMC réfléchissent aux moyens d'action. Si la FFMC n'est que le fer de lance, j'ai envie de dire agissant, au niveau sécurité routière, mais laissez-moi vous dire qu'en France, il y a deux catégories d'usagers de la route qui passent pour des abrutis complets. C'est les routiers, et c'est injuste, et c'est les motards, et c'est injuste aussi. Bloquer les autoroutes, les péages, que vous le fassiez quand vous êtes forain, routier ou motard, vous détruisez l'image du truc. Et tous, vous vous battez pour améliorer l'image de la moto. S'il n'y a pas une réflexion que vous menez ensemble pour voir comment basculer ça, tous vos efforts seront vains. Et j'ai presque envie de dire que quand la FFM, en tant que représentante sportive, négocie avec la FFMC, d'une certaine manière, elle peut être victime de cette image. Mais soyez réalistes, discutez avec tous les gens qui roulent. Je suis absolument désolé. Vous voyez ce qui s'est passé avec les forains il y a 15 jours. Essayez de trouver quelqu'un qui roule, qui a la moindre, comment dirais-je, compréhension pour les forains aujourd'hui. Pareil pour les routiers. Ça doit être une piste de réflexion. Désolé de le dire comme ça. Merci. Merci Jacques de ton avis, que je ne partage pas. Moi, je considère au contraire que mutualiser nos moyens, on est plus fort et c'est pour ça qu'on continuera à travailler avec la FMC, avec la SIAM, avec tout le monde. Et donc, on réunira la majorité ou l'essentiel, à mon avis, des composantes de la moto, du motocyclisme le mois prochain, au mois de janvier, comme on l'a prévu. Bon, je prends bonne note de ton avis. Hein, en effet, c'est une thèse qui se défend. C'est pas la mienne. D'autres questions? Non. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va en rester là. En tout cas, je vous remercie vraiment toutes et tous de votre participation. Et puis, alors, il n'y avait pas un clip qui était prévu, je crois. On a plein de choses. Après. Bon, d'accord. Plein de choses, plein de surprises, mais il va y avoir d'abord une première remise des prix avant ce clip. On va libérer la scène justement parce que dans quelques instants... Et on va passer à la remise des prix. Donc, ouais. Exactement, on va dans quelques instants laisser place aux champions. Merci bien à toutes et à tous. Merci Monsieur le Président. Et on va faire suite justement à ces questions, ces réponses, avec ceux qui ont donné de belles réponses cette année en allant chercher les titres. Je vais demander aux personnes responsables... Pierre Bonneville. De nous enlever ce magnifique objet. C'est cadeau. C'est cadeau. Et en musique Rémi. On est bien.
Vous avez déjà un premier prix à remettre. Voilà, il y a un premier prix à remettre. C'est le prix du développement durable. Le prix FFM du développement durable qui récompense une initiative ou l'action d'un motoclub dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Et pour remettre cette récompense, j'appelle Yves Prado, président du comité d'environnement et développement durable. Un prix que l'on va remettre au motoclub Lambalet, représenté par son président, monsieur Jean-Claude Cordon. Je vous demande d'applaudir. Voilà. Et le motoclub Lambalet est récompensé dans le cadre de l'organisation du championnat de France de la montagne, course de côte, à Fréhel. C'était les 24 et 25 juin dernier, où il a été exemplaire dans toutes les dimensions environnementales de son épreuve. Bravo! Et Maxime, avant d'attaquer la remise des prix proprement dite, maintenant après ce prix du développement durable, je vous propose de regarder une petite vidéo, un clip sur les champions du monde français 2017. Mieux qu'en image, on va les avoir en vrai maintenant et je vais demander votre soutien bien évidemment pour les applaudir. On va commencer par les champions d'Europe et on va monter en puissance. Champion d'Europe cette année, on va commencer par le motocross et je vais demander à Thierry Pommier qui va nous rejoindre pour remettre le prix, le vice-président de la FFM. Et le premier prix que nous allons remettre ce soir, c'est pour un jeune, il a 15 ans seulement, vient de décrocher son titre de champion d'Europe de motocross dans la catégorie 125. Merci d'applaudir s'il vous plaît. Brian Strubart-Moreau s'il vous plaît. Brian, donc champion d'Europe de motocross dans la catégorie 125 cm3, 15 ans, un bel avenir se profile. Justement, l'avenir, la relève est là puisque l'équipe de France de motocross a également été vainqueur du motocross des nations européennes
Alors je vais appeler l'entraîneur Lucas Bekis, s'il vous plaît, qui va venir avec son équipe, Florian Millot, Mathis Boiramé, Scotty Verrag, Quentin Marc Prunière. Voici la jeune génération. Avec plein d'élan, c'est ce qu'il faut. La relève du motocross est là. Et à eux tous, ils ont été décrochés donc le titre de champion d'Europe et le titre par équipe. Merci de les applaudir très fort. Bravo les garçons, vous pouvez rejoindre votre place puisque en championnat d'Europe, ça ne s'arrête pas là, Rémi. Non, après le motocross, la vitesse. Et pour remettre cette récompense, j'appelle Patrick Coutan, président de la Commission nationale de vitesse, que je vous demande d'applaudir. Pour récompenser Sky Moto Vitesse, vainqueur du championnat d'Europe Open d'endurance catégorie Super Stock. On appelle le team manager Alain Agoguet. Trophée junior avec l'entraîneur Pierre-Marie Castella qui va nous rejoindre, Thomas Dubos, Jean-Baptiste Nicolo, Isaac Devoult et David qui est déjà avec nous. Félicitations. Bravo. Thomas Dubos, Jean-Baptiste Nicolo, Isaac Devoult, David Abgral, entraîné par Pierre-Marie Castella. Voici la belle équipe de France, championne d'Europe d'enduro junior. Et justement, j'en vois certains qui vont rester. Et puisque maintenant, je vais appeler l'équipe de France de l'armée de terre qui, elle, est championne d'Europe d'enduro, catégorie team. Et on reçoit Jean-Baptiste Nicolo, Thibaut Passé et Hugo Blanjou, s'il vous plaît. L'équipe de France de l'armée de terre donc qui a rejoint les rangs. Championne d'Europe elle aussi dans la catégorie team. Jean-Baptiste Nicolo, Thibaut Passé et Hugo Blanjou formaient cette équipe. Bravo, félicitations encore une fois. On peut les applaudir, toute cette belle équipe d'enduro. Merci monsieur Denu. Et puis on va passer à la suite, on va enchaîner. Et on va parler de champion du monde. Mais avant de parler de champion du monde, c'est assez spécial, ça ne se fait généralement pas, mais là, l'événement a été tel qu'il fallait marquer un point d'honneur à cela, marquer un point d'honneur à une carrière d'une sportive. Elle aussi a été championne du monde à 2 reprises. Elle a été multiple championne de France de motocross. Elle a surtout écrit une belle page de l'histoire de notre sport. Et aujourd'hui, la fédération voulait vraiment la féliciter, la remercier et la récompenser pour l'ensemble de sa carrière. Je vous demanderai de l'applaudir très fort. C'est Livia Lancelot. Like
Olivia, si tu es là, eh bien, je vais demander au président de la fédération de nous rejoindre et à Emma Claire également de venir sur ce podium pour te remettre ton prix. Une carrière qui a été incroyable, 2 titres de championne du monde. Et quand je dis elle a écrit l'histoire, hein, les titres ont été de 2008, le dernier en 2016. Et Olivia est toujours là, mais cette page qu'elle a écrite, elle va la tourner, puisque maintenant tu vas te diriger vers d'autres horizons. Mais le livre reste ouvert puisque tu restes dans le sport. Monsieur le président de la fédération. J'aimerais vraiment que tout le monde l'applaudisse parce qu'elle a marqué notre sport de la plus belle manière. Félicitations Olivia. Et le sport féminin peut être fier de cette athlète. Justement, on la retrouvera l'année prochaine déjà. Elle va passer, voilà, la page est tournée. Elle sera dans les teams toujours et toujours sur les circuits. Merci Rémi. Maxime. On va passer maintenant aux vainqueurs de Coupe du Monde et champions du monde. On va commencer avec les courses sur piste et sidecar cross. Une récompense remise par Patrick Berthaud, le trésorier de la FFM, que je vous demande d'applaudir. On en a parlé tout à l'heure avec Jacques Boll. J'appelle le champion du monde de long track, Mathieu Tressarieux. Et un autre titre. Exactement, course sur piste et sidecar cross. Il était lui à côté, passager, mais il est champion du monde de sidecar cross. Il a 23 ans, Nicolas Musset, s'il vous plaît. Et on sait que son rôle de passager est déterminant dans un sidecar. Sidecar cross, le voici. Superbe. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci à tous. Merci, monsieur Berthaud. Et on enchaîne. Je vais demander à Vincent Rigaudias, s'il vous plaît, le vice-président de la FFM, de venir avec nous pour parler maintenant d'enduro. Bonjour et bienvenue. Parlons d'enduro une nouvelle fois, car là aussi, ils nous surprennent encore et encore. Cette équipe ramène une 6e victoire à la France. Je vais parler d'équipe, équipe de France, trophée junior. Les jeunes encore sont là. Vainqueurs des ISDE cette fois-ci. C'était à Brive, Brive-la-Gaillarde en France. Ils ont gagné. Merci d'applaudir l'équipe de France junior d'enduro. Entraîneur Pierre-Marie Castella avec Hugo Blanjou, Jérémy Miroir et Anthony Gesselin. Et quelle victoire! Quelle victoire les garçons, ça s'est joué à la seconde près, 15 petites secondes. Eh bien à 15 secondes, ils ont été chercher le titre. Bravo à vous. Et ils suivent en tout cas une belle voie que leurs aînés, les plus grands, leur montrent. Parce que si les juniors, ça marche, chez les grands, chez les trophées, ça marche aussi. La France a encore gagné les ISDE en trophée. Merci de l'applaudir, cette équipe de France, entraînée par Fred Veil, s'il vous plaît. Et les pilotes, Jérémy Tarou, Christophe Nambotin, Loïc Larieux et Christophe Charlier, s'il vous plaît. Alors s'ils en sont à 6 victoires, il va falloir encore se battre parce que les plus grands, eux, 9e victoire sur les ISDE de l'équipe de France. Bravo! Les ISDE en France, hein, c'était après 16 ans d'absence ici à Brive-la-Gaillarde. C'est la 92e édition des ISDE. Et la France est une nouvelle fois sur la première marche du podium. Et je note aussi que les filles ont terminé sur le podium de ces ISDE. Grand bravo à eux tous. Voici
la filière enduro. Voici les équipes de France d'enduro, champions du monde cette année. Merci les garçons. Et nous, on va enchaîner parce que le programme est complet, Rémi. Parlons d'endurance, parlons de vitesse. Effectivement, d'endurance et de vitesse, et on va pour cela rappeler Patrick Coutan, le président de la Commission nationale de vitesse, pour remettre cette fois-ci à Yamaha Viltaïs Experience la coupe de vainqueur de la Coupe du Monde d'endurance Superstock classement team. Représentant du team, on va appeler, une fois n'est pas coutume, le chef mécanicien Cyprien Bouju. Et parmi les pilotes qui ont gagné avec lui, avec Cyprien, j'appelle Axel Morin. Voilà, on va raccompagner Cyprien Bouju. En revanche, Axel va rester avec nous, puisqu'Axel Morin a également été vainqueur de la Coupe du Monde d'endurance Superstock, classement pilote. Bravo donc à Axel. Les garçons qu'on connaît bien maintenant. On va récompenser le GMT 94, champion du monde d'endurance. Et j'appelle le team manager Christophe Guyot. Et parmi les pilotes, David Cheka. Et même s'il n'a pas été sacré champion du monde, même s'il a été lui champion du monde en 125, on va faire monter sur le podium quelqu'un qui a participé aussi grandement à la victoire de l'équipe, le Français Mike Di Meglio, que je vous demande d'applaudir. Merci de les applaudir parce que l'endurance c'est un vrai sport et là tout joue, hein. L'esprit d'équipe, la stratégie, la moto, la technique, la mécanique, tout est mis en œuvre pour aller jusqu'au bout. Bravo à vous. Merci également à Patrick Coutan. Il nous reste le supermoto et le motocross et on va appeler Jean-Pierre Forest, le président de la commission de motocross, pour remettre ses ultimes trophées. Bonjour. Avec la remise de 2 prix, champion du monde de supermoto S1 et champion d'Europe S2. Thomas Charrère, je vous demande de l'applaudir. Thomas qui va rester avec nous sur le podium. L'équipe de France de Supermoto Senior a été vainqueur du Supermoto des Nations. Entraîneur, Sébastien Bonal. Une équipe qui a triomphé donc avec Thomas Charrère.
Et je peux vous dire que l'étagère de la fédération est énorme hein, pour mettre tous les trophées qu'ils ont eu cette année. On les garde avec nous? Allez, puisqu'on va accueillir une autre équipe. Équipe de France cette fois-ci, de motocross. On va parler motocross des nations. Dans l'histoire, ils ont réussi à décrocher 5 titres. Cette année, c'était le 4e d'affilée, 4 années consécutives que l'équipe de France de motocross est championne du monde. Merci de les applaudir. Ils étaient emmenés par Pascal Finet, leur entraîneur. Il y avait Christophe Charlier, il y avait également Gauthier Paulin et Romain Fèvre. Christophe, Pascal, merci de nous rejoindre. Et là encore, applaudissez-les s'il vous plaît. 4e victoire d'affilée. Grand bravo. Félicitations Pascal. Et il est important de le noter parce que là aussi c'est un fait historique. Ce garçon qui était avec nous il y a quelques secondes, vainqueur aux ISDE et également au motocross des nations, ça ne s'était jamais fait encore. Grand bravo Christophe Charlier qui a marqué l'histoire à la fois en enduro et en motocross cette année. Félicitations, bah écoute, il reste encore des doigts sur la main hein, l'année prochaine, 5 d'affilée. Courage, en tout cas c'est bien parti. Merci beaucoup les garçons. Quelle belle année à succès encore une fois. On va leur demander de rester parce que tout le monde va revenir, il va y avoir une photo de famille avec tous les pilotes, donc restez. Allez, venez avec nous. Eh oui, Pascal, Christophe. Restez avec vos coupes. Et puis l'ensemble des pilotes qui ont reçu des trophées aujourd'hui. Merci de revenir avec nous sur scène. On va prendre une photo de famille de tous nos champions pour cette saison 2017. Avec Jacques Paul également. Voilà, le président de la fédération qui va nous rejoindre également. Ils sont avant tout passionnés. Ils ont eu les résultats dans leur sport à force de courage et d'entraînement. Ils sont devenus champions. Ils sont avec nous aujourd'hui. Merci vraiment de leur faire une ovation à tous nos champions de cette saison 2017. Allez, levez vos trophées, levez les mains, levez les bras. Toute la presse spécialisée est présente aujourd'hui pour immortaliser cette saison. On les remercie d'ailleurs. Grand merci à tous. Allez, quelques clichés avant de se retrouver. On remercie également tous les internautes qui étaient avec nous, qui nous ont suivis en live sur Facebook. Et d'ailleurs, quand on est en live sur Facebook, on a toujours les replays. Donc si vous voulez garder un souvenir de cette journée, vous pourrez revoir cette conférence de presse en replay ensuite sur Facebook, bien évidemment. Voilà, ainsi se termine donc cette conférence de presse. Je voudrais remercier Pierre Bonneville et toute son équipe pour cette belle organisation. Et également notre co-présentateur Maxime Martin. Merci Maxime. Merci Rémi Tissier. Aussi à l'aise au micro qu'au guidon d'une moto. Et en tout cas, merci à vous tous. Merci à tous de votre fidélité. C'est aussi grâce à vous que le sport moto existe. Vous êtes organisateurs, pilotes, entraîneurs et vous aussi passionnés. Restez passionnés. Vive la moto. Et maintenant, on se dit rendez-vous en 2018. En tout cas, quelle belle année, quelle belle saison. Merci à tous. Au revoir.